Salut tout le monde, aujourd'hui je vous ai préparé une véritable masterclass sur l'assurance vie. Vous allez voir qu'on va tout regarder ensemble. On va voir donc qu'est-ce que l'assurance vie, on va voir également dans quoi est-ce qu'on veut investir dans l'assurance vie, quels sont les investissements qui sont intéressants à faire et qu'est-ce qu'on peut faire finalement en termes d'investissement. Ensuite on verra quelle est la fiscalité de l'assurance vie, la fiscalité de sortie. On verra également quelle est la fiscalité successorale de l'assurance vie. Vous allez voir que la fiscalité successorale c'est vraiment quelque chose de très large et on a un avantage fiscal sur l'assurance vie qui est extrêmement intéressant via ce qu'on appelle la clause bénéficiaire. On verra les différentes manières d'optimiser la clause bénéficiaire de l'assurance vie et on verra pour finir finalement est-ce que il faut ouvrir une assurance vie en fonction de votre situation. Est-ce que pour vous il est intéressant d'ouvrir une assurance vie? Ensuite on conclura sur tout ça. Vous allez voir qu'on va vraiment tout détailler. Ça va être une vidéo je pense assez longue de minimum 30 voire 40 minutes. Ça va être assez complet. J'ai vraiment fait en sorte de retranscrire toutes mes connaissances au sein de cette mind map. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va commencer maintenant. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'assurance vie? Déjà, c'est pas à confondre avec l'assurance décès, ça n'a rien à voir. C'est vrai que rien qu'au nom, l'assurance vie, on a l'impression que ça pourrait être une assurance décès. Non, ça n'a vraiment rien à voir. L'assurance vie, c'est une enveloppe d'investissement qui permet de faire trois choses. Premièrement, investir pour développer son patrimoine. On va voir qu'on peut investir dans plein de produits différents, on a plein de choses différentes et en fonction des contrats là aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder. Certains contrats sont mauvais, d'autres sont très bons, mais de manière générale, l'assurance vie, c'est une enveloppe qui permet d'investir pour développer son patrimoine. Ensuite, on va voir que c'est une enveloppe qui permet de bénéficier d'un avantage fiscal au bout de 8 ans. On va voir lequel, on va voir comment est-ce qu'il s'applique et concrètement quel est cet avantage fiscal. Et ensuite, c'est une enveloppe qui permet de préparer et d'anticiper une transmission grâce à un avantage successoral qui se fait hors succession et qui est vraiment extrêmement intéressant. Et ça, on le verra dans la partie succession. Et combien est-ce qu'il faut pour investir dans l'assurance vie? Alors vraiment, tout va dépendre des contrats. Les contrats d'assurance vie, on a des contrats qui sont proposés par des banques physiques, par des établissements assez connus, les établissements traditionnels finalement, par je sais pas, des plateformes. Aujourd'hui, on a par exemple des plateformes en ligne qui proposent des contrats d'assurance vie, qui sont distributeurs de contrats d'assurance vie. On a des cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants, des family office, etc., qui proposent des contrats d'assurance vie. Et bref, en fonction des contrats qui sont proposés, en fait, ça va varier de parfois une centaine d'euros à parfois plus de 100 000 euros pour un contrat d'assurance vie. À noter que là, je parle des contrats d'assurance vie français. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi d'autres types de contrats, notamment des contrats d'assurance vie luxembourgeois, dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, mais eux qui sont disponibles à partir de 250 000 euros, voire 500 000, voire 1 million d'euros pour certains, et qui sont vraiment dans une autre classe, on va dire, c'est vraiment un niveau au-dessus, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, mais les contrats d'assurance vie français varient donc à peu près de 100 à aux alentours de parfois 100 000 euros. Voilà. Et à noter que tous les contrats d'assurance vie n'offrent pas les mêmes possibilités d'investissement. En fait, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction des contrats, vous allez avoir la possibilité d'investir dans des bons produits ou alors parfois dans des mauvais produits. Et tout dépend du contrat que vous ouvrez. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au contrat et chez qui vous ouvrez ce contrat-là, justement. Et ça, on verra ça après. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin. À noter que les assurances vie qui ont des minimums requis plus élevés sont parfois faits sur mesure et ont plus de possibilités. Et je mets bien entre parenthèses, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'on a parfois des contrats d'assurance vie qui sont demandés à plus de 100 000 euros, mais en fait finalement dans ces contrats-là, on a vraiment une possibilité qui est très restreinte en matière d'investissement, qui est vraiment pas intéressante en fait. Et parfois on a des contrats d'assurance vie qui sont à partir de 100 euros voire 1000 euros et en fait qui sont tout à fait qui sont déjà très bien pour commencer et qui sont déjà on va dire optimales pour démarrer un petit peu cette enveloppe. Donc voilà, donc ça va vraiment dépendre, mais de manière générale, en fait, les contrats qui ont parfois, pour les meilleurs contrats, ils sont souvent parfois disponibles à partir de 10 000, 50 000, voire 100 000 euros. Et là, on va avoir accès à des investissements qui vont être plus intéressants que dans des contrats qui ont des minimums requis en matière d'investissement qui sont plus faibles. Maintenant, à noter qu'il existe deux types de gestion, la gestion pilotée d'un côté et la gestion libre de l'autre. Je vais commencer par la gestion pilotée. La gestion pilotée, en fait, c'est le fait que l'assurance vie est déléguée à un organisme de gestion, donc à une banque, à une société de gestion, etc. Souvent, dans la plupart du temps, quand vous êtes affilié, quand vous avez un contrat d'assurance vie chez une banque, ça va être la société de gestion qui est rattachée, qui est greffée à la banque. Et en fait, ça va être une gestion pilotée qui va vous coûter de l'argent supplémentaire. Pourquoi? Parce que en fait, on gère votre contrat à votre place. Donc il y a un organisme de gestion derrière qui va gérer votre contrat. Donc ça coûte des frais annuels supplémentaires.
ou sinon vous êtes en gestion libre. Ce qu'on appelle la gestion libre, c'est le fait que il n'y a pas d'organisme de gestion derrière qui va gérer votre contrat, c'est vous qui allez en totale, gestion libre finalement, maîtriser vos investissements au sein de votre assurance vie. Vous allez maîtriser tout votre contrat. Ce qui fait que là, finalement, il n'y a pas de surcoût. Et c'est ce qui est vraiment le plus intéressant parce que finalement vous n'avez pas de surcoût derrière. Donc privilégiez la gestion libre plutôt que la gestion pilotée, parce qu'en plus de ça, la gestion pilotée, en plus de vous demander des coûts supplémentaires, on va vous gérer votre contrat automatiquement, ce qui fait que vous aurez des investissements qui seront figés, alors que la gestion libre, vous avez droit à plein d'investissements différents, c'est vous qui allez constituer votre propre allocation, ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant. Et donc voilà, donc vraiment privilégiez pour le coup la gestion libre. La gestion pilotée, honnêtement, ça va surtout vous coûter de l'argent en plus, et en plus de ça, les produits qui seront à l'intérieur seront vraiment pas forcément les meilleurs, ce qui fait que votre rentabilité sera vraiment rognée. Donc maintenant on va parler des investissements qu'il est possible de faire en assurance vie. Vous allez voir que globalement il va y avoir deux catégories. La première catégorie ça va être le fonds euro et la deuxième catégorie ça va être les unités de compte. Et les unités de compte, globalement qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui n'est pas le fonds euro. Finalement on a le fonds euro et on a le reste qui s'appelle les unités de compte. Et donc pour commencer, on va commencer par le fonds euro. Le fonds euro, il faut savoir que c'est le placement préféré, le placement financier préféré des Français, parce que c'est le placement dans lequel il y a plus de 1000 milliards d'euros investis dessus, donc c'est vraiment énorme. Et en fait, il faut savoir que le fonds euro, c'est un investissement qui est déjà à capital garanti. Donc ça, c'est ce qui rassure souvent, c'est le fait que ce soit le seul investissement qui soit à capital garanti en France. Mais il faut savoir que ça a l'inconvénient d'être un placement qui est très peu rentable. Je m'explique pourquoi, parce que si on regarde le rendement du fonds euro depuis 2005, on voit que c'est un investissement qui varie globalement de 4% à 1,3%. Et surtout, ces 10-15 dernières années, le rendement a été beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le fonds euro est investi dans de la dette de l'État français et de la dette d'entreprise. Donc plus les taux sont élevés, mieux c'est. Plus les taux sont faibles, plus le rendement va être faible. Et en fait, déjà, il faut savoir que c'est de la dette de l'État français. Donc finalement, c'est en connaissant on va dire que les finances de l'État et la solvabilité de l'État aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus complexe que l'État est en difficulté par rapport à il y a 20, 30, 40 ans. Donc finalement, c'est plus un placement qui est aussi sûr qu'il y a 20, 30, 40 ans, même si derrière, effectivement, il est capital garanti. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rendement qui varie entre globalement 4% et 1,3%, et ces 10-15 dernières années, il oscille plus entre 1,3 et peut-être 2,8. Pourquoi? Parce que les taux, justement, étaient beaucoup plus faibles. Mais ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est que c'est un rendement qui est donc net de frais de gestion, mais qui est brut de fiscalité. Ça veut dire que si on enlève la fiscalité, par exemple si on prend 2025, la moyenne des fonds euros a rapporté à peu près 2,6%, et net de fiscalité, on va être aux alentours de 2%, un peu plus de 2%. Ce qui fait que en fait 2% pour un fonds euro net de fiscalité, c'est finalement très faible. C'est 2%, c'est parfois inférieur à l'inflation. Si on regarde par exemple 2020 ou 2021, on était à 1,3%, soit moins de 1% moins de 1% net de fiscalité, ce qui fait que c'était totalement mais inférieur à l'inflation. Donc finalement, dans la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que net de fiscalité, le fonds euro, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez un rendement qui est inférieur à l'inflation. Et ça, ce que j'ai mis ici, c'est que justement, déjà, le fonds euro est majoritairement investi dans de la dette française et de la dette d'entreprise. Donc vous financez l'État français sans le savoir, si vous investissez dans du fonds euro. Et le problème, c'est que le rendement du fonds euro, donc à net de fiscalité, est inférieur à l'inflation dans la plupart du temps, ce qui fait que vous perdez de l'argent. Donc c'est pour ça que nous, dans la plupart du temps, le fonds euro, c'est quelque chose que, au sein de notre cabinet, on n'a pas du tout l'habitude de proposer. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on on peut avoir des fonds obligataires et des placements qui sont finalement beaucoup plus intéressants en termes de rendement par rapport aux risques donnés. Donc voilà, la seule différence, c'est qu'effectivement, le fonds euro ici est à capital garanti et c'est le seul placement qui est à capital garanti. Donc finalement, c'est quelque chose qui rassure dans la plupart du temps, mais on va voir que c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est un faux sentiment de sécurité. Pourquoi? Parce que derrière, on est investi dans la dette de l'État français, ce qui n'est pas forcément très rassurant. Et en plus de ça, derrière, si on s'y connaît vraiment bien, on peut aller chercher des fonds qui sont très très sécurisés et qui permettent d'aller chercher un peu plus de rendement. Donc ce sentiment de sécurité, pour moi, c'est un faux sentiment de sécurité qu'il faut pas, dans lequel il ne faut pas tomber. Et donc voilà. Ceci dit, je tiens à dire quand même quelque chose, c'est que le fonds euro, parfois, ça peut être intéressant, mais dans de très rares cas, notamment dans ce qu'on appelle les fonds euro boostés. Alors, qu'est-ce que c'est que les fonds euro boostés? C'est qu'en fait, périodiquement,
ponctuellement, parfois, on va avoir des offres sur des fonds euro boostés. Ça veut dire que pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois, souvent ça ne va pas plus que 18 mois, on va avoir la possibilité de souscrire à des fonds euros qui sont boostés. Ça veut dire qu'on va avoir plus 1 ou plus 1,5% de boost sur le rendement du fonds euro. Donc si je prends le rendement par exemple de 2025, si on rajoute 1,5%, on arrive à 4,1%. Et donc là, effectivement, 4,1%, ça peut être intéressant. Par contre, c'est que ponctuel, parfois ça dure 6, 12, 18 mois grand maximum. Et au-delà de ça, le rendement revient à sa base et on n'a plus de fonds euros boostés. Souvent, les assureurs font ça pour attirer un maximum de clients, mais derrière, finalement, il faut absolument réallouer cet argent-là une fois que le boost est terminé parce que le rendement n'est plus du tout intéressant. Donc voilà, donc c'est vraiment dans de rares cas que nous, typiquement, on va pouvoir parfois aussi dire que le fonds euro c'est intéressant et parfois proposer du fonds euro. C'est vraiment que dans le cas où le fonds euro est boosté. Mais sinon, on va vraiment pas le proposer parce que c'est quelque chose qui est, selon nous, en tout cas, vraiment pas intéressant. C'est plus vraiment un placement qui va faire perdre de l'argent plutôt qu'autre chose. Donc maintenant, venons-en au plus intéressant qui sont les unités de compte. Et les unités de compte, comme on l'a vu, c'est tout ce qui reste. On a d'un côté le fonds euro et ensuite on a tout ce qui reste. Et tout ce qui reste représente les unités de compte. Et les unités de compte, c'est là où finalement on va avoir une pluralité de produits qui va vraiment être très 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 intéressante. On va avoir notamment tout ce qui est tout ce qui englobe les fonds en action, les ETF, les OPCVM, les fonds obligataires, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment très intéressant. Je vous ai mis un petit graphique qui est un graphique d'un économiste qui s'appelle Jérémy Siegel et qui montre la courbe de progression des actions et des différentes classes d'actifs au cours du temps depuis 1801, donc depuis plus de 2 siècles. Et on voit que finalement, les actions, les bonds, donc ce sont les obligations d'entreprise, et les bills, ce sont les obligations d'État. Les actions sont vraiment très 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 intéressante et on va avoir la possibilité via différents fonds de se diversifier au sein de l'assurance vie avec les actions. Donc on va pouvoir avoir des actions, on va pouvoir avoir des ETF qui sont dans des pays émergents, des ETF dans des pays développés, des ETF actifs, des fonds actifs cotés, bref, des trucs plus ou moins, des produits plus ou moins nichés, ce qui fait que en termes de rentabilité, on va vraiment pouvoir aller chercher de la rentabilité par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour pouvoir développer son capital, développer son patrimoine quand on est en phase de capitalisation. Donc ça c'est vraiment très intéressant. La deuxième chose, ça va être tout ce qui est fonds alternatifs, donc fonds de performance absolue, FCPR, etc. Je vous ai mis un exemple juste en dessous d'un fonds que nous, typiquement, on propose au sein de Vassal Capital, notre cabinet de conseil en gestion privée. Donc c'est un fonds de performance absolue. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fonds de performance absolue? Donc déjà tout ce qui est gestion alternative, en fait c'est tout ce qui est finalement placement un peu plus en fait je peux pas trouver d'autres mots que alternatif, mais en gros ça va pas être les actions, ça va pas être les obligations, ça va être des stratégies qui vont être alternatives, dites alternatives, donc un peu plus complexes, mais qui permettent de compléter une allocation, compléter un portefeuille. Et je peux pas vraiment définir ce mot alternatif. Pourquoi? Parce qu'en fait en fonction des stratégies, en fonction des fonds qu'il va y avoir à l'intérieur, ça va vraiment être différent. Donc voilà, mais globalement là je vous présente un fonds typiquement que nous on propose au sein de Vassal Capital. C'est un fonds de performance absolue. Alors un fonds de performance absolue, pour vous montrer un exemple et pour illustrer un peu cette partie alternative, c'est un fonds qui va avoir pour objectif d'avoir une performance positive tous les ans, quelle que soit la période économique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y arrive? Pas forcément, mais en tout cas ça va être son objectif. Et les meilleurs fonds de performance absolue y arrivent, ou en tout cas ressortent des performances qui sont vraiment extraordinaires. Et là on peut le voir que sur ce fonds, en fait, donc c'est la courbe bleue, et le marché moyen, donc son indice de référence, son indicateur de référence auquel il est comparé, c'est la courbe verte. Donc on voit qu'il surperforme largement sa courbe initiale, la courbe verte. Et en fait, on voit surtout que la volatilité est extrêmement faible. Vous voyez que c'est quasiment linéaire la performance. En 2022, il fait une performance positive alors que les actions se prennent moins 20%, moins 30% pour le Nasdaq. Et là, vous avez une performance qui est positive. Pareil pour 2023, 2024, 2025 et 2026 aussi qui démarre plutôt bien. Une performance linéaire qui est certes sur la durée un peu moins performante que les actions, mais par contre qui est beaucoup moins volatile. Et ça va être typiquement très intéressant d'ajouter ce type de fonds en portefeuille. Donc voilà, donc là c'est vraiment un exemple qui vient compléter un petit peu toute la partie ETF, fonds en actions, fonds en obligations, etc. que vous connaissez peut-être très bien parce que c'est vrai qu'en ce moment on en entend beaucoup parler, mais cette partie-là, ce type de stratégie, ce type de fonds, on entend beaucoup moins parler, pourtant ils sont vraiment très intéressants pour décorréler un portefeuille et pour compléter finalement une allocation afin qu'elle soit optimale, la plus optimale possible.
Ensuite, comme autre placement, on va avoir la possibilité d'investir dans tout ce qui est immobilier, notamment via des SCPI, des OPCI et des SCI. Donc globalement, ce que j'ai mis, c'est donc le screen que j'ai mis, donc la petite capture d'écran que j'ai mis juste en dessous, ce sont des SCPI, mais on va avoir la possibilité d'investir dans tout autre placement là-dessus. À titre perso, moi je préfère les SCPI que les autres, et même les SCPI, honnêtement, pour la plupart, dans 90% des cas, j'ai vraiment du mal. Dans 10% des cas, ça peut vraiment être intéressant. Et j'ai pris, pour moi, la seule société de gestion, ou en tout cas une des seules qui est vraiment très très intéressante en ce moment, et qui en tout cas a un historique très intéressant, qui est Quorum. Quorum, voilà, et notamment Quorum Origin sur la partie SCPI. Et là, on voit en fait l'historique de performance. Hop, je la mets juste ici avec donc les SCPI. En fait, ça va être vraiment tout ce qui est placement immobilier liquide entre guillemets, un peu plus liquide. Donc ça va pas être de l'immobilier physique, ça va être de l'immobilier ce qu'on appelle papier. Alors moi j'aime pas trop ce terme, hein, mais en gros ça va être vraiment de l'immobilier que vous allez pouvoir, auquel vous allez pouvoir accéder à partir de quelques centaines voire milliers d'euros. Donc voilà. Et en fait, là, on voit le rendement qui est affiché par part que vous allez acheter de SCPI. On voit que ça oscille entre 6% et 7%. Et au-dessus, ensuite, on a donc la partie foncée, c'est l'augmentation de la part. Et le rendement, et la partie bleue un peu plus claire, ça va être vraiment le rendement qui va vous être donné, généré par argent que vous allez investir. Donc ça veut dire que si vous investissez 1000 euros globalement, en 2012 vous aurez eu 6,01%, soit à peu près 60 euros. Et donc voilà, donc ça va vraiment être annuellement, et ça permet aussi les SCPI d'être diversifiés, de se diversifier sur le plan aussi de classe d'actifs plutôt, parce que là on est vraiment sur une classe d'actifs qui est complètement différente, hein. L'immobilier c'est complètement différent et complètement décorrélé des marchés financiers, donc ça peut être intéressant. À titre perso, je trouve que c'est intéressant dans certains cas, mais pas forcément dans d'autres. Donc vraiment, ça va être vraiment au cas par cas, j'ai envie de dire. Mais de manière générale, c'est toujours bien d'avoir quelques SCPI sur lesquels se reposer au sein d'une assurance vie. Donc, voilà. Et ensuite, on va avoir la partie produits structurés. Alors la partie produits structurés, j'ai pas mis de schéma. Pourquoi? Parce que c'est assez... déjà, en fait, nous, très honnêtement, moi, je considère que c'est vraiment pas un placement qui est intéressant. J'ai tendance à dire que si on vous propose des produits structurés, il faut vraiment partir en courant dans le sens opposé. Pourquoi? Parce que les produits structurés, c'est des produits déjà qui sont complexes, difficiles à comprendre, et en plus de ça, ce sont des produits qui sont souvent bourrés de frais. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà préconstruits, et ils correspondent pas forcément à vos objectifs, et honnêtement c'est vraiment pas intéressant la plupart du temps, parce que c'est bourré de frais et c'est souvent moins performant que la plupart des placements que je vous ai présentés juste avant. Donc franchement, c'est quelque chose pour moi que j'ai tendance à dire, dès qu'on vous propose un produit structuré, partez en courant, parce que c'est vraiment pas intéressant en termes de frais, en termes de performance et tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, restez sur des choses simples vraiment, et des choses simples encore si vous débutez, peut-être que c'est un peu technique pour vous, mais restez sur les choses, les bases en fait, les fonds, les actions, les obligations, les fonds de performance absolue à la limite, si vous voulez compléter un portefeuille, les SCPI, l'immobilier, ça parle à tout le monde, mais tout ce qui est produit structuré, c'est beaucoup plus complexe, et honnêtement, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pas forcément intéressant. Le seul cas dans lequel ça peut être intéressant, c'est quand c'est un produit structuré qui est construit sur mesure, mais pour le construire sur mesure, derrière, il faut souvent 100 000, 200 000, voire 500 000 euros, et donc à ce moment-là, c'est plus du tout la même chose. Et surtout que quand on a, je sais pas, 500 000 euros à mettre dans un produit structuré, c'est que derrière, forcément, vous avez au moins 2 millions ou 3 millions d'euros de capital. Donc forcément, ça ne concerne pas tout le monde, parce qu'il faut diversifier son panier. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc vous n'allez pas tout mettre sur un produit structuré. Donc ça paraît totalement stupide. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai quand même mis, parce que ça figure parmi les assets et les actifs qu'on peut ajouter au sein de l'assurance vie. Mais c'est pas quelque chose que moi je vais promouvoir, hein, honnêtement, parce que c'est vraiment pas intéressant. Et puis voilà. Et donc maintenant, on va parler de la partie fiscale. Alors de la fiscalité de l'assurance vie. Comment est-ce qu'elle s'accorde? Comment est-ce qu'elle se définit? Alors premièrement déjà, il faut savoir que donc au bout de 8 ans de détention, l'assurance vie donc offre un avantage fiscal sur les plus-values retirées. Donc c'est la fiscalité de sortie. Et je tiens à dire quelque chose de très important, c'est que en aucun cas, ça c'est quelque chose qui est, j'ai l'impression que c'est dans l'inconscient des épargnants français, en aucun cas l'assurance vie n'est bloquée pendant 8 ans. Vous pouvez la débloquer à tout moment. Donc c'est vrai que dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression que, moi quand je parle avec des clients, etc., ils me disent souvent que l'assurance vie c'est bloqué pendant 8 ans. Non, c'est pas bloqué pendant 8 ans. Vous avez la possibilité euh, à tout moment de retirer, de débloquer votre assurance vie. C'est juste qu'au bout de 8 ans, vous allez avoir droit à un avantage fiscal.
C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et donc avant 8 ans, comment est-ce que ça se passe? En gros, avant 8 ans, l'avantage, vous n'avez pas d'avantage fiscal en fait. Vous allez avoir, donc sur une fiscalité de sortie, vous allez avoir donc la flat tax à 30% sur la plus-value. Donc si vous retirez 100 euros de votre assurance vie, bah, en fait vous allez être imposé, enfin 100 euros et imaginons que vous avez, voilà, sur les 100 euros vous avez 50 euros de plus-value, bah, vous allez être imposé à 30% de 50 euros. Donc 30% uniquement sur la plus-value. Voilà, donc ça, à noter que depuis 2026, avec la nouvelle loi de finances, on a une flat tax qui est passée de 30% à 31,4%, mais ce n'est pas applicable pour l'assurance vie. L'assurance vie reste à 30%. Voilà, quelque chose à savoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bah, en fait, vous avez le choix. Vous avez soit le choix entre, de la flat tax à 30%, soit vous pouvez aussi opter pour les prélèvements sociaux plus le barème de l'impôt sur le revenu. C'est intéressant quand vous avez de très faibles revenus, mais dans la plupart du temps, ça va vraiment pas être intéressant. Donc voilà, donc à noter que voilà, c'est l'imposition pour l'assurance vie avant 8 ans. Après 8 ans, on va avoir un avantage fiscal assez spécifique. Premièrement, il faut savoir que on a des abattements de 4600 euros par an pour une personne et pour un couple ça va être de 9200 euros. Donc on fait x2 hein, pour un couple. Et donc en fait sur ces 4600 euros par an, donc on va avoir droit à un abattement annuel hein, de 4600 euros par an pour une personne, et ben on ne va payer que 17,2%. Donc soit 4600 euros, soit 9200 en fonction de si vous êtes en couple ou pas. De 17,2%. Donc 17,2% en fait ça correspond aux prélèvements sociaux et en fait on est exonéré d'impôt sur le revenu. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Ensuite, au-delà de 4600 euros, et ben en fait vous allez avoir un taux réduit à 24,7% au lieu de 30%. Donc le taux réduit c'est 17,2% plus 7,5% d'impôt sur le revenu, ce qui correspond à la somme des deux, donc de 24,7%. J'ai fait un petit schéma juste en dessous, hop, je le montre. En gros, imaginons que vous versiez 100 000 euros sur une assurance vie. Au bout de 10 ans, vous allez avoir, imaginons qu'elle capitalise à 6% par an, au bout de 10 ans, vous allez avoir une plus-value de 79 085 euros. Donc 79 085 euros, vous souhaitez tout retirer, donc vous retirez toute votre assurance vie. Donc vous avez 79 085 euros, vous allez appliquer l'abattement de 4 600 euros, ce qui fait que sur les 4 600 euros, vous allez payer que 17,2%, comme c'est marqué juste ici. Voilà. Sur les 4 600 euros que vous retirez, vous allez payer que 17,2%. Et tout ce qui est au-dessus de 4 600 euros, donc finalement la part taxable qui est marquée ici, 74 485 euros, vous allez payer le taux réduit à 24,7%. Ce qui fait que, hop, si je me mets ici, l'impôt total dû, si vous faites le calcul, bah on arrive à 19 189 euros avec une partie impôt sur le revenu et une partie prélèvements sociaux, ce qui fait la somme des deux de 24,7%. Voilà, et donc le net perçu à la sortie est de 159 896 euros. Donc voilà pour résumer la chose, l'avantage fiscal est vraiment très intéressant après 8 ans, donc c'est pour ça que c'est souvent très intéressant d'attendre après 8 ans pour clôturer son assurance vie. Enfin, au moins 8 ans pour clôturer son assurance vie. A noter que si vous avez une assurance vie qui est mauvaise, n'attendez pas 8 ans pour la clôturer. Parce que la fiscalité, certes, est plus intéressante, mais la fiscalité s'applique sur la plus-value. Ce qui fait que dans tous les cas, si vous avez une assurance vie qui est mauvaise, dans tous les cas, vous n'aurez pas de plus-value. Dernière chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est le fait que au-delà de 150 000 euros versés, eh bien, on ne va plus avoir cet avantage fiscal. Ça veut dire que pour la somme qui est au-delà de 150 000 euros, donc pas pour les premiers 150 000 euros versés, mais pour tout ce qui est au-dessus de 150 000 euros, on va retomber sur la flat tax à 30%. Voilà. Donc si par exemple vous versez 200 000 euros sur votre contrat d'assurance vie, on va avoir une part qui va être donc les 150 000 premiers euros qui vont être fiscalisés comme ça, voilà, après 8 ans. Et si par contre, les 50 000 restants, donc au-dessus de 150 000, ils vont être régis par la flat tax classique. Donc ça va être 30% sur la plus-value. Donc voilà, donc en gros, cet avantage fiscal-là, il ne s'applique que sur les 150 000 premiers euros. Et au-delà, on revient sur la flat tax initiale. Finalement, on n'a plus cet avantage fiscal. Et donc maintenant, on va parler de la partie successorale. Vous allez voir qu'elle est vraiment extrêmement intéressante, extrêmement pointilleuse. Et c'est une des parties sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Pourquoi? On va voir ça ensemble. Alors, il faut savoir que l'assurance vie offre un avantage successoral très fort.
pour les héritiers qui sont désignés dans la clause bénéficiaire. Vous allez voir que la clause bénéficiaire, en fait, c'est très simple, on va voir juste après ce que c'est, mais c'est ce qui régit finalement toute la partie successorale de l'assurance vie. Il faut savoir qu'on a 152 500 euros d'abattement par bénéficiaire qui sont désignés dans l'assurance vie pour toutes les primes qui sont versées avant 70 ans. Je l'ai mis juste ici, hop. Voilà, primes versées avant 70 ans, donc les primes c'est les versements en fait qui ont été faits sur l'assurance vie avant 70 ans, et ensuite on va avoir les primes versées qui sont après 70 ans. Et en fait, pour toutes les primes qui sont versées avant 70 ans, on va avoir 152 500 euros d'abattement par bénéficiaire. Donc si vous désignez vos deux enfants comme bénéficiaires, vous allez avoir 305 000 euros qui vont être exonérés de droits de succession si vous les versez avant 70 ans. Bien entendu, c'est très important, c'est pour ça que tout se fait dans l'anticipation. Et voilà, ensuite, entre 152 500 euros et 852 500 euros, donc en gros les 700 000 euros de plus, eh bien on va avoir des droits de succession qui vont être de 20%. Et au-delà de ça, donc au-delà de 852 500 euros, on va avoir des droits de succession qui sont de 31,25%. Je rappelle que les droits de succession en France peuvent monter jusqu'à 60%. Donc l'assurance vie comporte un avantage successoral extraordinaire par rapport aux droits de succession classiques, au barème des droits de succession, pour les primes en tout cas versées avant 70 ans. En tout cas, je me répète, parce que les primes versées après 70 ans, en fait, on tombe sur en gros 30 500 euros d'exonération, et non pas par bénéficiaire, mais au total. Donc tout bénéficiaire confondu. Donc ça, c'est quelque chose de très important. À noter que c'est cumulable. Ça veut dire que vous pouvez verser une partie avant 70 ans et une partie, et tout en profitant après des 30 500 euros après 70 ans. Donc ça veut dire que si vous avez, je ne sais pas, imaginons 180 000 euros à verser, vous pouvez verser 152 500 euros avant 70 ans et ensuite verser le reste après 70 ans pour profiter de l'abattement des 30 500 euros. Voilà, donc c'est quelque chose, en tout cas, juste pour savoir, à titre informatif, que c'est cumulable. Et donc au-delà des 30 500 euros, après 70 ans, là, en fait, on va avoir les droits de succession classiques, donc le barème selon le lien de parenté. C'est pour ça que vraiment, dans la plupart du temps, honnêtement, anticipez et faites ça avant 70 ans, parce que sinon, ça va vraiment être très compliqué. Voilà, ensuite, il faut savoir que toute la succession, donc ça j'en parlais juste avant, toute la succession de l'assurance vie est régie par la clause bénéficiaire. Qu'est-ce que c'est que la clause bénéficiaire? C'est simplement un papier qui décrit clairement qui bénéficiera en fait de la succession. Aussi simple que ça. Et vous pouvez désigner n'importe qui en bénéficiaire. Dans la plupart des contrats d'assurance vie, il faut savoir qu'en banque, dans les assurances, dans les établissements traditionnels finalement, les clauses sont rédigées par défaut, sans aucune attention portée. Ça, c'est vraiment quelque chose à savoir qui est, et pour moi c'est scandaleux, c'est inacceptable, le fait qu'on ne prête pas attention à cette clause bénéficiaire qui régit finalement toute la succession derrière. Donc tout ce qui va se passer si jamais demain vous venez à décéder, après finalement une fois le dénouement de l'assurance vie réalisé, qu'est-ce qui devient de cet argent? En fait, si la clause bénéficiaire, si aucune attention n'est portée à la clause bénéficiaire, en fait, c'est de l'argent qui peut être perdu. Et dans le pire des cas, c'est de l'argent qui peut être gelé, voire en fait rapporté au trésor directement, ce qui fait que c'est pour moi horrible de ne pas porter attention à cette partie-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc voilà, ça c'est un peu la clause standard qui est donnée dans toutes les banques, etc. C'est en gros la fameuse clause, donc mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. C'est souvent la clause qui est donnée. Voilà, souvent ça va se représenter, ça va varier en fonction de mon conjoint, ou alors les enfants en premier, mes enfants vivants ou à naître aussi, à défaut mes héritiers, etc. Donc ça c'est la clause qui est quasi standard dans toutes les assurances vie. Parfois elle peut marcher. Voilà, elle peut suffire dans certaines situations, dans certains cas, mais dans la plupart du temps, elle peut être largement optimisée, et c'est pour ça qu'il faut, selon moi, à chaque fois faire une clause sur mesure. Soit vous la faites vous-même parce que vous savez exactement ce que vous voulez mettre là-dedans, soit vous faites appel à un spécialiste, donc à un conseiller en gestion de patrimoine, à un notaire, ou pour faire un testament, une clause testamentaire, ou alors un conseiller en gestion de patrimoine, c'est très très bien aussi. Et donc voilà, et en tout cas, il faut vraiment distinguer ces deux types de clauses, la clause standard et la clause sur mesure. Et en fait, la clause sur mesure, en fait, vous avez faut savoir que vous avez une très grande liberté sur, en gros, le qui et le comment. Alors, je m'explique, le qui, c'est, vous avez un contrôle sur qui reçoit les fonds, voilà, mais vous avez aussi un contrôle sur comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés par la suite.
Et on va voir un exemple de cas de comment est-ce que en fait, ça peut être optimisé. Bien utilisé, il faut savoir que la clause bénéficiaire peut être un atout formidable pour économiser des dizaines et centaines de milliers d'euros. Ça c'est vraiment, je vous mens pas, on va voir un exemple juste après et vous allez voir que c'est vraiment aberrant de voir que en quelques modifications, juste en quelques mots finalement, on peut tout changer dans une clause bénéficiaire. Euh, voilà, ensuite, il faut savoir que voilà, mal utilisée, en fait, elle peut vous coûter très cher. Pourquoi? Parce que dans la plupart du temps, en fait, une fois, si on ne trouve pas en fait, un successeur derrière, si on ne trouve pas un héritier, parce que la clause bénéficiaire a été mal rédigée, ou alors elle n'est pas assez nette, elle n'est pas assez précise, eh bien on peut avoir une gélation des fonds, donc les fonds sont gelés, voilà, jusqu'à temps qu'on trouve à une personne à qui donner ces fonds, soit on a une réintégration des fonds à la succession. Si jamais on trouve quelqu'un, un successeur, mais que la clause bénéficiaire n'est pas assez nette, n'est pas assez précise, on ne voit pas, très clairement, on n'arrive pas en fait à identifier qui et comment sont utilisés les fonds, bah, à ce moment-là, on peut avoir une réintégration à la succession, ce qui fait on perd tout l'avantage ici, hop, tout l'avantage qu'on avait ici, les 152 500 euros par bénéficiaire, bah, on les perd. Voilà. Et ça, c'est dans les pires des cas. Effectivement, c'est le pire des cas. Mais si votre objectif c'était d'anticiper votre succession, ben en fait là, vous avez tout perdu. Pourquoi? Parce que vous avez eu une clause qui a été mal rédigée. Et ça, c'est très important. Donc, gélation des fonds, réintégration à la succession, sachant que la réintégration à la succession, c'est ce qui fait le plus mal. On voit que le barème des droits de succession peut monter jusqu'à 60% en France. Donc, honnêtement, en fonction du lien de parenté, hein, donc honnêtement, faites très attention à ça. Puis voilà, on va voir quelques exemples ensemble pour vous montrer vraiment à quel point est-ce que la clause bénéficiaire peut être optimisée et surtout à quel point ça peut changer tout le contrat d'assurance vie et à quel point ça peut changer la donne en matière de succession. Donc on va commencer directement. Alors on en a trois types. Le premier type, ça va être la clause démembrée. Donc la clause bénéficiaire démembrée. La deuxième chose, ça va être la clause à tiroir, ce qu'on appelle la clause à tiroir. Et la troisième chose, ça va être ce qu'on appelle la clause de remploi, qui n'est pas une clause à part entière, mais qui peut être intégrée dans les autres clauses. En fait, la clause de remploi peut être intégrée dans une clause à tiroir, peut être intégrée dans une clause démembrée. Bref, ça peut se cumuler. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que différentes clauses peuvent se cumuler. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc on va commencer directement avec la clause bénéficiaire démembrée. Vous allez voir que c'est assez technique, mais si vous connaissez le démembrement en immobilier, c'est quasiment la même chose. Il y a quelques subtilités à connaître, mais globalement, c'est quasiment la même chose. Je vais essayer de vous expliquer. On va partir sur un cas concret, vraiment pour que ce soit assez concret et tangible pour vous. On va partir sur un exemple où on a un couple qui est marié, où la mariée investit 500 000 euros avant ses 70 ans sur un contrat d'assurance vie. Voilà, donc c'est elle qui l'a investi à son nom et qui en fait va désigner donc comme bénéficiaire son conjoint en premier. Et ensuite, derrière, on va avoir les enfants qui vont être désignés. Donc ce qui fait que premièrement, on a les 500 000 euros qui sont versés par la mariée, on a derrière le conjoint et on a ensuite deux enfants en commun, donc entre le marié et la mariée, deux enfants en commun. Et donc voilà, on va partir sur cet exemple-là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va démembrer la pleine propriété de l'assurance vie en deux parties. Donc le démembrement, c'est quoi? C'est on va venir séparer la pleine propriété en deux parties. La nue propriété et l'usufruit. Et en fait, ça va nous permettre une chose. Ça va nous permettre une chose qui est que au premier décès, donc lorsque la mariée vient à décéder, ce qui va se passer, c'est que l'usufruit, en fait, ça va être donc le conjoint, donc le mari, pardon, et les nus propriétaires vont être les enfants. Et en fait, au premier décès, ce qui va se passer, c'est que l'usufruitier va disposer du capital librement comme un propriétaire. Donc ça veut dire qu'au décès de la mariée, le mari va disposer du capital comme il le souhaite. Voilà, donc il va pouvoir en disposer comme un véritable propriétaire durant toute la durée de l'usufruit, jusqu'à son décès. En fait, il peut en faire ce qu'il veut. Donc voilà, le nu propriétaire, lui par contre, ne reçoit rien durant toute la période de l'usufruit. En fait, durant toute la période où le mari va rester en vie. Et donc en fait, les nus propriétaires n'ont aucun droit sur la gestion des fonds soumis à l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit. Et donc l'avantage, il est au premier décès. Enfin, l'avantage du premier décès, c'est quoi? C'est qu'on vient protéger le conjoint, donc le mari. Et en plus de ça, on va en avoir un avantage successoral ultra important par rapport à la clause classique pour les enfants au deuxième décès. Au deuxième décès, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le nu propriétaire récupère la totalité du capital et ne paie pas de droit de succession sur la part de l'usufruit. Et la part de l'usufruit, à quoi est-ce qu'elle correspond? Hop.
elle correspond à ça. Voilà. L'usufruit, donc c'est en or, là, enfin couleur jaune, or, et la nue propriété, c'est la couleur noire. Et en fait, comment est-ce qu'on fixe la part de la nue propriété et comment est-ce qu'on fixe la part de l'usufruit? Eh bien, en fait, au premier décès, lorsque la mariée va décéder, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va fixer la part de l'usufruit et la part du nu propriétaire. Donc, imaginons que l'usufruitier, donc le mari, a 75 ans, et je l'ai mis là, hop, au moment où la mariée décède, eh bien en fait, il a 75 ans, donc le mari a 75 ans, ce qui fait qu'on va être dans la tranche entre 71 et 80. Ce qui fait que la part de l'usufruit va être de 30%, hop, voilà, et la part de la nue propriété va être de 70%. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on a fixé, en fait, au décès du premier, enfin au premier décès, on a fixé la part de l'usufruit et la part du nu propriétaire. Et donc, en fait, donc comment dire, le mari va recevoir le capital, tout le capital, mais il va être imposé sur sa part de l'usufruit. Voilà, donc il va être imposé sur les 30%. Sauf que lorsqu'on est marié, eh bien, on est totalement exonéré de droits de succession. Ce qui fait que la part sur laquelle il devait être imposé, donc les 30% ici, va être totalement exonéré et il ne va rien payer. Voilà. Donc ce qui fait que là, il ne paye rien sur les 30%. Donc finalement, il va manquer plus que les 70%, et les 70%, donc au décès du premier, de la mariée, eh bien en fait, les enfants vont devoir payer sur les 70% ici. Hop. Donc ils vont devoir payer sur les 70%. Mais ça va être sur les 70%, ils vont avoir les abattements de l'assurance vie. Parce que, en fait, rappelez-vous que hop, eh bien, le versement a été fait avant 70 ans. Donc on a le droit aux abattements de l'assurance vie. Donc on va avoir les abattements de l'assurance vie qui vont s'appliquer sur 70% du montant. Donc finalement, ça permet réellement d'avoir un avantage fiscal ultra intéressant parce que les 30% sont exonérés et on va être imposé seulement sur les 70% et sur lesquels on va pouvoir appliquer les abattements de l'assurance vie. Et en fait, hop, donc ce qui se passe, c'est que en fait, au premier décès, voilà, l'usufruitier dispose du capital, il va être imposé finalement sur les 30%, mais il est exonéré, donc, finalement il n'y a pas de sujet, et les 70% restants vont être imposés sur les nus propriétaires, mais ils vont avoir des abattements qui vont être très intéressants, les abattements de l'assurance vie, ce qui fait qu'ils vont payer beaucoup moins que la clause classique. Et hop, je l'ai mis ici, voilà. Au premier décès, on a donc les 27 300 euros qui sont payés et qui correspondent à la part des nus propriétaires parce que eh bien, le conjoint n'a rien payé parce qu'il est exonéré. Et au deuxième décès, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au deuxième décès, on va avoir donc lorsque le mari décède, on va avoir l'usufruit qui va venir se réunifier avec la nue propriété. Ça veut dire que les enfants, c'était les nus propriétaires, l'usufruit, c'était le mari décède, donc finalement, on va avoir une réunification entre l'usufruit et la nue propriété. Et donc là, au deuxième décès, lorsqu'on a cette réunification-là, on paye zéro. On paye totalement zéro, donc on est exonéré de droits de succession parce qu'en fait on les a déjà payés. En fait, on les a déjà payés sur la part de la nue propriété et sur la part de l'usufruit, sauf que l'usufruit était exonéré parce que le mari a été exonéré, ce qui fait qu'au deuxième décès, on n'a rien à payer et on a un impôt total de 27 300 euros sur 500 000 euros transmis. Je le rappelle, 500 000 euros transmis, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant. Alors que la clause classique, hop, on serait aux alentours de 50 000 euros parce que en fait on aurait désigné du coup le conjoint donc aurait dû réinvestir cet argent-là mais après 70 ans, ce qui fait qu'il aurait pu les abattements classiques et ensuite ça serait réintégré au droit de succession, ce qui fait qu'ils auraient payé 50 000 euros d'impôt. Donc là on a 23 000 euros 23 000 euros d'économie en un claquement de doigts. Alors en un claquement de doigts, je précise que c'est quand même assez technique, c'est assez compliqué. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas tout dans cette vidéo, en fait, je mettrai peut-être un formulaire et n'hésitez pas vraiment à échanger. Si pour vous, les enjeux de succession, les enjeux de transmission, c'est important et c'est vraiment des enjeux qui sont immédiats, actuels en ce moment. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, je mettrai un lien en dessous parce que c'est vrai que c'est assez technique et dans une vidéo, on ne peut pas tout comprendre. J'essaie vraiment de vous expliquer, mais c'est pas forcément simple à comprendre. Donc, je mettrai un lien directement un formulaire à remplir pour peut-être qu'on échange à ce sujet et si vous souhaitez qu'on échange de vive voix, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà. Ceci dit, je repasse vraiment, je ferme la parenthèse. Donc en fait, le démembrement de la clause bénéficiaire va vraiment être très intéressant et il y a quelque chose à retenir néanmoins aussi qui est très important, c'est que en fait c'est intéressant à partir du moment où vous devez transmettre plus de 152 500 euros par bénéficiaire. Sinon, elle n'est pas intéressante. Donc là, en fait, vu qu'on a deux enfants,
À 500 000 euros, ça fait 250 000 euros par enfant. On est au-dessus des 152 500 euros par enfant. Donc finalement, en fait, ça correspond à, enfin, ça fait qu'il y a un avantage. Mais si vous devez transmettre moins de 152 500 euros par bénéficiaire, elle est pas intéressante. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose à savoir. Et je me répète, si jamais c'est un sujet pour vous, la succession ou la clause de bénéficiaire de manière générale, pour optimiser et anticiper vraiment cette transmission, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, je mettrai un lien juste en dessous. En attendant, on passe à la suite. Maintenant, on va passer sur la clause à tiroir. Et vous allez voir que la clause à tiroir, dans le cas précis que j'ai pris ici, c'est plus intéressant que le démembrement de la clause bénéficiaire. A noter que c'est pas du tout tout le temps le cas. Parfois, c'est le démembrement de la clause qui va être très intéressant. Parfois, ça va être la clause à tiroir. Ça va vraiment dépendre de vos objectifs et de ce que vous voulez faire. Mais là, dans ce cas précis, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que on va reprendre le même exemple. On reprend le même exemple avec les deux mariés, les 500 000 euros pour la mariée qui ont été versés sur un contrat d'assurance vie avant 70 ans et les deux enfants derrière qui sont désignés en bénéficiaires. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'on va se dire pour la clause à tiroir, c'est que en fait, le conjoint n'a besoin que de 200 000 euros. Voilà, lui, il a besoin que de 200 000 euros, il n'a pas besoin de plus. Ce qui fait que, en fait, dans la clause, on va marquer que, la mariée va marquer que le conjoint, lui, va recevoir 200 000 euros et pas plus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, au premier décès, donc au décès de la mariée, le conjoint va recevoir 200 000 euros. 200 000 euros qui sont totalement exonérés. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés. Donc lui, il n'a pas, il a pas de droit de succession. Ce qui fait que lui, finalement, aucun droit de succession. Maintenant, quid des 300 000 euros restants? Eh bien, en fait, rappelez-vous qu'on a les 152 500 euros d'abattement par bénéficiaire. Les deux enfants sont désignés comme bénéficiaires pour les 150 000 euros restants, enfin les 300 000 euros restants. Divisé par deux, ça fait 150 000. Finalement, les enfants reçoivent 150 000 euros chacun et totalement exonérés de droits de succession. Donc là, finalement, on a le mari qui a reçu 200 000 euros, qui va pouvoir consommer pour lui, et les enfants qui vont recevoir 300 000 euros. Voilà, donc 150 000 euros chacun. Et dans le cas où, parce qu'on peut peut-être se poser la question de oui, mais le conjoint il a reçu 200 000 euros, mais si s'il les consomme pas et qu'ensuite il doit les donner à son décès ou maintenant ou peu importe, il doit les donner à ses enfants lors de sa succession, là les enfants ils vont payer. Et pas forcément. Pourquoi? Parce que on a le droit aux abattements classiques des 100 000 euros par parent par enfant. Ce qui fait que le mari il peut donner 100 000 euros, donc le père peut donner 100 000 euros à ses deux enfants. 200 000 euros à ses deux enfants, donc 100 000 euros par enfant. Donc 200 000 euros divisé par deux, ça fait 100 000 euros. Donc on peut donner 100 000 euros à chacun de ses enfants tous les 15 ans, je le rappelle. Donc s'il n'a pas utilisé ses droits ses donations, il va pouvoir l'utiliser et donner 100 000 euros par enfant sans aucun droit de succession. Donc là, on aura payé sur 500 000 euros, on aura payé zéro. Voilà. Donc là, c'est vraiment, vraiment très, très puissant, très intéressant. Et encore une fois, c'est un exemple précis. On prend l'exemple où le mari a besoin de 200 000 euros, mais si effectivement il a besoin de plus ou de moins, ça varie. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver le compromis entre la clause à tiroir ou le démembrement de la clause bénéficiaire. Donc voilà, c'est pas forcément le plus intéressant. Là, c'est vraiment deux exemples de clauses que j'ai pris comme exemple et qui, dans tous les cas, sont beaucoup plus intéressants que la clause classique où on paye 50 000 euros. Là, c'est 50 000 euros économisés. C'est vraiment 50 000 euros économisés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser et qu'il faut vraiment savoir manier avec une bonne maîtrise, parce que sinon on peut vraiment payer très très cher en matière de droits de succession, surtout en France. Maintenant, je vais vous parler de la clause de remploi qui, elle, peut être intégrée à toutes les autres clauses précédentes. Donc en fait, c'est juste une nomination supplémentaire qu'on va mettre, un écrit supplémentaire qu'on va mettre dans la clause. Qu'est-ce que c'est que la clause de remploi? C'est simplement, tout à l'heure, si je reviens ici, on parlait de la clause sur mesure. Vous avez une très grande liberté sur le qui et le comment. Autrement dit, vous avez un contrôle sur qui reçoit les fonds et sur comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés par la suite. Et là, en fait, on va se concentrer sur le comment. Et en fait, il faut savoir que, effectivement, donc on a quand même une liberté, mais on a quand même aussi des limites, c'est-à-dire qu'on peut pas dire comment est-ce que les fonds vont être utilisés à l'avance, etc. Mais on peut avoir une certaine liberté là-dessus. Et je prends un exemple notamment, imaginons que, je sais pas, imaginons qu'on prend une personne célibataire qui a un enfant, et cet enfant est accro au jeu d'argent. Et bien en fait, l'objectif de la clause de remploi, ça va être de protéger cet enfant contre lui-même. Même s'il est majeur, etc., même s'il a 20 ans, 25 ans, peu importe, l'objectif, ça va être de le protéger contre lui-même. Et ce qui fait que
bah, vous allez pouvoir, en tant que parent, le désigner comme bénéficiaire, mais si vous jugez qu'il n'est pas apte de prendre des décisions en totale autonomie sur ses finances, eh bien vous allez pouvoir mettre une clause de remploi à l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir, eh bien, il sera déclaré comme premier bénéficiaire du contrat, ce qui est quand même votre première volonté. Et derrière, vous pourrez dire, ok, bon, il va recevoir mon argent, mais par contre, il va pas avoir le droit de l'utiliser comme il le veut. Il va avoir le droit, il va devoir le réemployer dans un nouveau contrat. Ça peut être par exemple un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation, afin de réinvestir cet argent-là dans une bonne allocation, dans une allocation qui va lui permettre voilà, de générer des rentes, etc. Bref, vraiment, l'objectif, ça va être de réemployer ce capital-là, le réinvestir au sein d'un contrat d'assurance vie, par exemple, pour qu'il ne puisse pas dilapider le capital. Enfin, on va terminer là-dessus donc avec la question de est-ce que je dois ouvrir une assurance vie, est-ce que vous devez ouvrir une assurance vie? Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que même si on a parlé de transmission, même si on a parlé de fiscalité, etc., il ne faut pas oublier que le fait que l'assurance vie à la base, c'est une enveloppe qui permet de faire trois choses. Comme je l'ai dit juste en haut, et vraiment ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir, c'est premièrement investir pour développer son patrimoine, deuxièmement bénéficier d'un avantage fiscal au bout de 8 ans et ensuite préparer la transmission. Mais ça peut faire les trois, c'est vraiment un couteau suisse de l'investissement, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé, l'assurance vie n'est pas seulement faite pour transmettre votre capital. C'est une enveloppe qui agit comme un couteau suisse de l'investissement, donc développer votre patrimoine avec une fiscalité avantageuse et aussi anticiper une transmission future hors droit de succession. Ça permet de faire les trois, mais c'est pas parce que vous avez une assurance vie que vous allez tout donner à vos bénéficiaires. Non, vous pouvez avoir une assurance vie et utiliser cet argent-là le temps que justement vous êtes en retraite, etc. Et ensuite, ça profitera du coup pour les générations futures, pour vos héritiers. Mais voilà, c'est vraiment un couteau suisse de l'investissement. C'est pas seulement fait pour la transmission, c'est vraiment fait pour trois choses qui se cumulent et qui sont vraiment des avantages qui sont très intéressants une fois cumulés. Donc ensuite, les autres enveloppes, justement, je voulais comparer ça avec les autres enveloppes. Les autres enveloppes comme le compte titre ou le PEA ne permettent pas de faire ça, en fait. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant l'assurance vie, et de toute façon, de manière générale, ces enveloppes-là, elles se cumulent, c'est-à-dire qu'on va avoir souvent un compte titre, un PEA, et pourquoi pas une assurance vie aussi, et en fait, chaque enveloppe a vraiment son utilité, et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance vie, le compte titre et le PEA n'ont pas ces avantages-là en matière de succession, en matière de fiscalité, etc. Donc le PEA a quand même un avantage fiscal au bout de 5 ans, le compte titre a quand même certains avantages aussi en matière de succession, mais c'est différent, et c'est pour ça que ça vient se cumuler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en tout cas, les autres enveloppes n'ont pas en fait ces trois avantages en matière donc d'investissement, de fiscalité à la sortie et de fiscalité successorale. Voilà, donc l'assurance vie, c'est une enveloppe intéressante à ouvrir quel que soit votre âge, votre horizon de temps et votre tolérance au risque. Il y a peut-être quelques, je vous montrerai peut-être après quelques cas où effectivement c'est peut-être pas forcément intéressant, mais c'est dans de rares cas, et honnêtement c'est vraiment pas, c'est dans de très rares cas selon moi. Ensuite, donc remarque, plus vous avez de capital à investir, plus il est intéressant d'ouvrir une assurance vie à mon sens. Pourquoi? Parce que plus on a de capital, plus on a forcément des enjeux de fiscalité de sortie. Voilà, hein, c'est sûr, hein. Forcément plus on a de capital, plus derrière on veut optimiser la fiscalité, on ne veut pas se faire derrière pomper par l'État français, par les impôts. Donc ça se comprend. Et aussi, plus on a de capital, aussi plus peut-être on va penser à la partie successorale. Et à ce moment-là, l'avantage de l'assurance vie est indéniable pour le coup à ce niveau-là. Maintenant, le problème auquel on est confronté, c'est qu'en fait, la plupart des assurances vie sont extrêmement mauvaises. Pourquoi? Pour deux raisons en fait. Premièrement, ça va être des frais qui sont anormalement élevés. Voilà, des frais d'entrée, des frais de gestion de contrat, des frais de gestion pilotés, des frais de gestion des supports, des frais de sortie, des frais d'arbitrage, etc., etc. On en a plein des frais. Et honnêtement, c'est un gros inconvénient. En fait, des frais qui sont très très chers comme ça, c'est dans la plupart des contrats, notamment des établissements physiques, des établissements traditionnels, on va avoir des frais qui sont très élevés. Deuxièmement, ça va être les produits maison. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très très présent dans les grandes banques, dans les grandes institutions, dans les grands établissements financiers traditionnels. C'est le fait que la banque vous propose, ou l'établissement en question vous propose avant tout ces produits. On est dans ce qu'on appelle une architecture qui est fermée. Ce qui fait que on ne vous propose pas les meilleurs produits pour vous, on n'est pas en architecture ouverte, on verra juste après en dessous, j'ai fait deux petites bulles dans lesquelles je détaille un petit peu l'architecture ouverte et fermée, mais en fait on n'est
pas dans une architecture qui est ouverte, on est dans une architecture qui est fermée, ce qui fait que le banquier, le conseiller va vous proposer des produits en fait qui vont être avant tout des produits de la banque, donc peut-être 0,1% ou 1% des produits qu'il y a sur le marché, ce qui fait que dans la plupart des cas, dans 99% des cas, même si j'ai envie de dire dans 100% des cas, ce ne sont pas des produits qui sont intéressants pour vous, c'est des produits qui sont intéressants pour la banque parce que elle va prendre directement tous les frais qui sont, elle va cannibaliser là-dessus en matière de frais, ça va vraiment être, elle va prendre tous les frais qu'il y a sur les produits. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas intéressant et je vais y venir justement sur l'architecture ouverte et fermée. Donc je vais commencer par l'architecture fermée, donc le conseiller distribue des produits issus de son propre établissement, donc des produits maison en fait. Donc on va avoir en fait un conseil qui va être biaisé et on va avoir des frais qui vont être élevés. On a tout ce qu'il faut pas en fait. Un conseil qui est biaisé, donc qui n'est pas vraiment transparent, et des frais qui sont élevés. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsqu'un conseiller bancaire travaille en banque, il va avoir des objectifs de vente de produits, des objectifs personnels qui ne sont pas du tout alignés avec les objectifs du client. Ce qui fait qu'il y a un minimum de conflit d'intérêts, et ce conflit d'intérêts-là, il n'est vraiment pas intéressant parce qu'il va venir amputer votre performance, et que ce soit par rapport aux frais ou par rapport aux performances des produits, ce qui fait que c'est vraiment pas intéressant et c'est limite dangereux, j'ai envie de dire. Et pour vous montrer, je vais essayer de montrer des produits qui sont typiquement vendus dans les grandes institutions, donc dans les grandes banques, etc. Donc là j'ai pris par exemple un fonds, donc un fonds de BNP Paribas, donc BNP Paribas Mid Cap France Classique. Donc là en fait on voit typiquement, donc c'est la courbe bleue, hein. La courbe bleue en 5 ans, elle n'a pas bougé. On passe de 100, vous voyez, on passe de l'indice 100 ici à peut-être 100, 102, 103 en 5 ans. Donc vous avez gagné de 3% en 5 ans. Et à la prime, une volatilité qui est très élevée. Donc vous êtes passé de 100 à 80, puis de 80 à 90 pour revenir à 100. Et au final, vous n'avez rien gagné. Par contre, elle, la banque, elle a gagné. Pourquoi est-ce qu'elle a gagné? Pourquoi? Parce que on a des frais d'entrée jusqu'à 2%, qui peuvent être négociés, hein, je précise, les frais d'entrée peuvent être négociés, mais de manière générale, on a des frais d'entrée qui peuvent aller jusqu'à 2%, et des frais annuels, là pour le coup qui sont non négociables, des frais annuels de 2,16% par an. Et donc là, vous perdez 2,16% par an de votre capital, hein, juste sur les produits, pas sur le contrat, juste sur les produits, de 2,16% par an. Donc là, c'est énorme, parce que vous avez une volatilité qui est élevée, et en fait, c'est pas bon. Derrière, hop, j'ai pris un autre exemple d'un fonds qui est chez la Banque Postale. Et là, on voit que c'est un fonds qui déjà, donc c'est la courbe bleue, hein, qui au moins, il a des performances positives. Donc là, c'est au bout de 3 ans, on passe de 100 à peu près 117. Donc il a des performances positives, voilà, c'est déjà ça gagné. Mais on voit que la courbe verte, c'est l'indicateur de référence de la courbe bleue. Ce qui fait que, en fait, on a une grosse différence entre la courbe verte et la courbe bleue. La courbe bleue, elle arrive à peut-être 17%, on passe de 100 à 117. La courbe verte, elle part de 100 et elle arrive à 140. Donc on a une performance qui fait x2 pour la partie, la courbe verte. Donc on passe de 17% à 40% de performance, plus que x2. Et ça, pourquoi? Parce que, en fait, les fonds, le fonds bleu, là, de la Banque Postale, il a des frais d'entrée jusqu'à 2,5% et des frais annuels de 1,5% par an. Voilà, donc ça c'est les frais. C'est les frais et aussi le fait que le fonds soit moins performant. Parce que c'est pas un fonds qui est bon, c'est un fonds qui est mauvais par rapport aux autres qui existent sur le marché. Ce qui fait que d'un côté, vous perdez sur les frais, d'un autre côté, vous perdez sur la performance parce que le fonds est mauvais. Donc voilà, donc c'est vraiment deux choses qui sont très très importantes à regarder. Et en fait, quand on fait la conclusion de tout ça, c'est quoi la déduction principale? C'est que les performances sont dérisoires par rapport aux frais. Et en fait, vous prenez des risques en investissant, c'est ça qui est horrible en fait. C'est que vous prenez des risques en investissement dans des produits qui sont volatiles, et l'établissement vous prend littéralement plus de la moitié de vos gains. Plus de la moitié de vos gains, même plus que plus de la moitié. Pourquoi? Parce que ici, en fait, vous n'avez pas de gain. En fait, vous n'avez pas de gain, vous avez zéro de gain, mais par contre, lui, l'établissement, il s'est complètement gavé avec les frais d'entrée et les frais annuels. Et là, pareil, on voit qu'on passe de 17% à 40%, rien qu'avec les frais et la performance supplémentaire. Donc là, l'établissement, il s'est complètement gavé avec vos frais. Et donc, ce qui fait que vous prenez des risques, vous, avec votre argent, et derrière, l'établissement financier se rémunère plus que ce que vous allez gagner avec votre argent. C'est quand même fou de se dire que l'établissement financier, lui qui prend pas de risque, parce que c'est pas son argent, il va gagner plus d'argent que vous avec votre propre argent et avec la prise de risque que vous allez tolérer, et que vous allez faire, que vous allez prendre.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est selon moi inacceptable, c'est intolérable, c'est scandaleux. Et c'est pour ça que selon moi, l'architecture fermée, c'est à bannir. Il ne faut pas aller dans vos banques, il ne faut pas aller dans les établissements traditionnels. Profiter plus, aller vers une architecture qui est ouverte. Et on va le voir ça justement juste après, je vais vous décrire un petit peu ce que c'est que l'architecture ouverte. Alors, l'architecture ouverte, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait que le conseiller ou la plateforme, parce que c'est vrai qu'on parle de conseiller, je vous parle de conseiller depuis tout à l'heure, mais vous pouvez ouvrir une assurance vie vous-même, sans forcément un conseiller derrière. Vous pouvez l'ouvrir chez une plateforme en ligne, comme par exemple il y a Lucia, Linksea qui sont très bien, on en a d'autres aussi qui sont très très bien, et en fait qui proposent des contrats en plus à partir d'une centaine ou d'une centaine d'euros qui sont vraiment excellents. Donc il y a les conseillers certes qui peuvent être bien, mais à ce moment-là il faut s'orienter vers des conseillers indépendants ou alors des plateformes si vous souhaitez le faire tout seul et pas forcément vous faire conseiller. Dans tous les cas, les conseillers ou les plateformes qui distribuent, qui sont en architecture, l'architecture ouverte, sont distribuées soit par des conseillers indépendants, soit par des plateformes. Et en fait, là, vous allez donc vous allez souscrire à des produits qui sont issus de plusieurs sociétés de gestion différentes. Parce que le conseiller ou la plateforme va distribuer des produits qui sont issus de plusieurs sociétés de gestion différentes. Donc vous n'allez pas avoir un conseil qui est biaisé, vous n'allez pas avoir une distribution qui va être biaisée, vous allez pouvoir choisir entre plein de produits différents. Donc finalement, c'est là qu'il faut tirer l'avantage de l'assurance vie, c'est justement lorsque vous avez une vision finalement globale du marché, que vous n'êtes pas restreint à un champ de vision très avec des œillères, etc. Là, vous avez vraiment une vision globale, et là, c'est sûr, typiquement soit des plateformes comme je viens de les citer, Nuxea, ou alors je sais pas, Lucia, Cardiff, ce genre de choses, ou alors un conseiller indépendant, par exemple chez Vassal Capital, on est totalement indépendant, on propose plein de produits différents, avec plein de contrats différents, donc ça peut être typiquement un exemple où on a en fait un conseil qui est transparent et impartial. Et justement, j'en viens aux avantages, c'est que le conseil, justement, dans le cadre du conseiller, c'est transparent et impartial, et surtout, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt parce qu'on n'a pas intérêt à vous proposer des produits de telle ou telle banque, parce qu'on n'est pas affilié à telle ou telle banque. Dans tous les cas, on va vous proposer le meilleur produit pour vous, parce que notre rémunération derrière elle est fixe. Donc c'est quelque chose qui est vraiment qui est important aussi. Et pareil dans le cas de la plateforme, dans tous les cas, en fait vous allez choisir les produits que vous souhaitez parce que vous êtes en gestion libre. Après c'est géré en totale autonomie par vous. Et vous allez pouvoir choisir plein de produits différents de diverses sociétés de gestion. Donc ça c'est quelque chose à savoir et qui est selon moi l'option la plus importante, la plus intéressante par rapport à l'architecture fermée qui elle vraiment qui est totalement à bannir quoi. Et donc là j'ai pris quelques exemples de fonds ou d'ETF qui sont intéressants typiquement en assurance vie et en fait là sur lesquels on ne va pas avoir de frais qui vont être énormes ou alors qui vont avoir une performance qui va être plus élevée. Pourquoi? Parce que là, si je prends donc l'exemple de cette courbe-là, donc là c'est la courbe bleue, on voit que la courbe bleue, là, elle réplique totalement la courbe verte. Vous voyez que par rapport à avant, on était sur une courbe bleue qui était bien en dessous de la courbe verte. Sauf que là, on est positionné sur un ETF qui va avoir pour objectif de répliquer son indicateur de référence. Voilà, je l'ai mis juste en dessous. Dans ce cas, l'ETF réplique son indicateur de référence, donc la courbe verte, et ses frais sont très faibles, de l'ordre de 0,25% par an, ce qui est vraiment dérisoire. Et donc, là, on obtient la performance moyenne du marché avec des frais qui sont faibles. Et là, c'est très bien, parce qu'en fait, on obtient la performance moyenne avec des frais faibles, ce qui fait qu'on réplique la courbe verte. Donc finalement, tous les critères sont cochés, et là, c'est vraiment excellent. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, et là, j'aimerais un petit peu ajouter de la nuance sur notamment la partie frais. Là, on est sur un fonds qui va surperformer l'indice de référence depuis 2016. Alors là, j'ai mis que depuis 5 ans, mais en vérité, c'est un fonds qui surperforme depuis 2016, depuis sa création en fait, mais il a des frais qui sont plus élevés. Donc lui, il a des frais de 1,86% par an. Voilà. Donc ça peut être, c'est perçu comme, ça peut être perçu comme quelque chose de cher, etc. Et c'est quelque chose que je peux comprendre, mais d'un autre côté, vous payez ces frais derrière, vous avez une performance nette qui est supérieure. Pourquoi? Parce que la courbe bleue, c'est la courbe performance déduite des frais de gestion. Donc c'est net de frais. Donc ça veut dire que vous n'avez pas les 1,86% qui vont être ensuite déduits. Là, c'est déjà déduit, c'est déjà pris en compte. Ce qui fait que net de frais, vous voyez que la courbe bleue est supérieure à la courbe verte. Et donc là, dans certains fonds, ça peut être intéressant de payer des frais supplémentaires. Pourquoi? Parce que vous allez payer des frais supplémentaires pour une performance nette de frais supplémentaires. Et donc c'est pour ça que je le mets juste ici. C'est qu'en fait, on obtient
une meilleure performance que le marché net de frais, je le mets en gros, hein, mais ces derniers donc, sont plus élevés. Donc les frais sont plus élevés, mais derrière, c'est justifié parce que vous avez une performance qui est plus élevée. Donc en fait, il faut savoir que ça c'est assez rare. Les fonds qui surperforment le marché sont assez rares, mais l'objectif aussi, notamment si vous allez trouver un conseiller ou que vous faites accompagner par rapport à ça, c'est justement d'aller trouver, de venir trouver peut-être des fonds qui sont surperformants, des meilleurs fonds pour pouvoir venir surperformer le marché si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à savoir et que c'est pas dans l'absolu les frais, je l'ai mis juste ici, voilà. Les frais ne sont pas le problème à eux seuls, le vrai problème c'est la performance par rapport aux frais qu'on paye. Et en fait, donc les fonds qui surperforment sont rares, donc c'est difficile d'en trouver, mais on va parfois trouver des fonds qui vont venir performer, qui vont être plus chers, mais qui vont venir performer. Et en fait, par exemple, chez Vassel Capital, donc, nous, on a distribué un fonds qui donc, a eu des frais de 4,5% en 2025, donc on peut se dire, mais c'est abominable, c'est pas possible. Sauf que parmi ces 4,5%, on a à peu près un peu moins de 2% qui sont fixes, et le reste, c'est des frais qui sont variables. Et les frais qui sont variables, c'est en fonction de la surperformance qu'on a. Donc ça veut dire que plus on va payer de frais, plus on va avoir de surperformance, en fait, par rapport à l'indicateur de référence, par rapport au marché. Et c'est pour ça qu'en fait, on a payé, enfin, le fonds en 2025, il y a eu 4,5% de frais, mais il a réalisé 47% de performance nette de frais. Donc ça veut dire 52% brut à peu près. Donc 45% de performance nette de frais. Là où je le rappelle, les actions américaines, l'année dernière, c'était zéro. C'était zéro. Donc voilà, donc 47% de performance nette de frais. Donc là, ça peut être très 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 intéressant effectivement. C'est pas en fait c'est pour ça que je veux vraiment ajouter de la nuance là-dessus. Ce ne sont pas les frais le problème. Ce sont les frais qui sont injustifiés et qui ne justifient pas la performance derrière. Là, c'est vraiment un problème. Et donc, dans la plupart des cas, en fait, les fonds sont mauvais parce qu'il y en existe très peu qui vont venir surperformer le marché. Mais dans de rares cas, on peut avoir des fonds qui sont un peu plus chers, mais qui surperforment. Donc finalement, c'est justifié et il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais vraiment ajouter un point là-dessus. Mais dans tous les cas, hop, si je reviens un peu sur l'architecture ouverte et l'architecture fermée, privilégiez toujours l'architecture ouverte. Ça va vous permettre d'avoir un panel de choix, une pluralité de produits beaucoup plus importante et voilà, avec une vision vraiment globale. Et dans le cas où vous faites conseiller, d'avoir un conseil qui est transparent, un conseil qui est impartial et aussi surtout pas de conflit d'intérêt. Donc voilà, donc je vais conclure là-dessus. Je pense qu'on a vraiment tout vu. C'était une vidéo assez longue. Pour résumer, je vais résumer vraiment toute la vidéo en 4 points. Premièrement, l'assurance vie, c'est une enveloppe qui est très intéressante à ouvrir dans 90% des situations, quel que soit votre âge et votre tolérance au risque. Peut-être que les 10% restants des situations dans lesquelles ça ne va pas être intéressant, c'est, je sais pas, imaginons que vous ayez un horizon de temps qui soit très très long, supérieur à, je sais pas, 25 ans, 30 ans, et que vous ayez une tolérance au risque qui est très élevée. À ce moment-là, peut-être que vous allez investir, je sais pas, dans du PEA à 100%, dans le plan épargne en action, parce que vous allez être à 100% en action. Donc là, à ce moment-là, c'est plus intéressant. Ou alors, limite que, je sais pas, vous voulez faire autre chose sur compte titre, investir dans les cryptos ou j'en sais rien. Mais là, c'est plus du tout patrimonial de manière globale, c'est plus vraiment un sujet qui est plus technique, plus d'analyse, etc. Et donc, c'est vraiment autre chose. C'est pour ça que dans 90% des cas, 90% des situations, une assurance vie, une bonne assurance vie, je précise, hein, c'est parce que c'est quand même, faut faire la distinction entre une mauvaise et une bonne, c'est très intéressant à ouvrir. La deuxième chose, c'est attention au choix de votre assurance vie et ça me permet de faire la vraie transition là-dessus. 90% encore une fois d'entre elles sont mauvaises, surtout dans les établissements traditionnels, donc les banques, les assurances, les gros assureurs, les établissements traditionnels, etc. Vous oubliez, c'est vraiment quelque chose qui est vous allez avoir des contrats qui vont être bourrés de frais, des produits qui vont être maison, un conseil qui ne va pas être transparent, une clause bénéficiaire qui ne va pas être rédigée. Enfin, bref, c'est vraiment le calvaire, ça ne sert à rien d'aller chez eux. Aller dans une assurance vie chez une plateforme en ligne, ce sera beaucoup beaucoup mieux. Vous aurez déjà beaucoup moins de frais et vous aurez une pluralité de produits qui sera beaucoup plus grande. Voilà. Ensuite, la troisième chose, c'est pensez bien à rédiger correctement votre clause bénéficiaire pour anticiper la transmission. C'est vrai que je ne l'ai pas dit durant cette partie sur la clause bénéficiaire, mais dans tous les cas, la clause bénéficiaire, c'est quelque chose qui peut être modifié. C'est un papier qui peut être modifié, c'est une clause qui peut être modifiée à n'importe quel moment. C'est très
facile à modifier. En fait, c'est une feuille, hein, très simple, hein, c'est une feuille, hein, le clause bénéficiaire, tout est mis sur une feuille. C'est pas quelque chose de compliqué, il n'y a pas 100 000 documents ou autre, c'est vraiment juste une feuille dans laquelle on va vraiment désigner le qui, le comment, etc. Donc, euh, donc voilà, pensez à bien rédiger voilà, votre clause bénéficiaire parce que ça va être très très important pour la succession. Et si vous ne souhaitez pas la rédiger pour le moment, c'est pas grave, vous pouvez y penser plus tard. Voilà, ça peut être modifié très facilement à tout moment. Et ensuite, pour moi, le quatrième point qui est très important, qui est finalement la déduction de tous les autres points et finalement la conclusion globale, c'est pour moi, vous devez réfléchir si vous souhaitez constituer votre assurance vie vous-même sur une plateforme comme voilà, Linksea, Lucia Cardiff ou alors d'autres plateformes en ligne qui sont très très bien et sur lesquelles vous pouvez vraiment faire plein de choses, ou bien si vous souhaitez vous faire accompagner, notamment sur la partie des investissements, voilà, si vous souhaitez une allocation précise ou vous souhaitez vous faire accompagner sur toute la partie de l'allocation, si vous souhaitez vous faire accompagner sur notamment la fiscalité successorale et la clause bénéficiaire, est-ce que vous faire une clause bénéficiaire démembrée, est-ce que vous faire une clause à tiroir, est-ce que vous intégrer des clauses de remploi, est-ce qu'il faut faire une clause standard, voilà. Au niveau du contrat, qu'est-ce qu'il faut voilà, mettre à l'intérieur en termes d'allocation, qu'est-ce qu'on fait en termes de risque, en termes de niveau de risque, d'allocation par rapport au niveau de risque, qu'est-ce qu'on met en termes de fonds à l'intérieur, est-ce que vous voulez surperformer, pas surperformer, quelque chose de stable, quelque chose de risqué, quelque chose de volatile, quelque chose de performant ou pas. En fait, il y a plein de choses à faire dans un contrat d'assurance vie. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que c'était un couteau suisse de l'investissement. C'est véritablement un couteau suisse de l'investissement. Vous pouvez tout faire, en fait. Donc, pour moi, c'est une question qui est très importante que vous devez vous poser. C'est, en fait, est-ce que vous souhaitez la faire vous-même ou est-ce que vous souhaitez vous faire accompagner là-dessus? Et à ce sujet, ça me permet de faire la transition directement sur notre cabinet où nous, on va accompagner tout un tas de clients sur la constitution de leur assurance vie, que ce soit voilà, au niveau, encore une fois, hein, de leurs investissements, au niveau fiscal, au niveau successoral, de la clause bénéficiaire, etc. On fait en sorte que tout le contrat soit réalisé, soit constitué de manière sur mesure des investissements jusqu'à la partie successorale, la partie clause bénéficiaire, etc. Donc vraiment, voilà, nous c'est ce qu'on fait, on a l'habitude d'en faire, on en fait vraiment, si ce n'est tous les jours. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est moi qui m'occupe de ça justement avec mes deux associés. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous faire accompagner là-dessus, ou même, hein, là c'est vrai que cette vidéo parle de l'assurance vie, mais dans dans notre cabinet on ne fait pas que de l'assurance vie, encore heureux, on fait tout et plein de choses. Honnêtement, on a une vision 360 degrés sur toute la partie patrimoniale, hein, que ce soit voilà, sur la partie investissement, sur la partie fiscale, sur la partie successorale, la partie juridique, la partie financière. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes une profession libérale, si vous êtes un épargnant, si vous êtes cadre salarié, peu importe. En fait, dans tous les cas, nous, on peut vous accompagner sur tout et plein de sujets au niveau patrimonial. Et si je reviens au niveau de l'assurance vie, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est vrai que dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de l'assurance vie luxembourgeoise, qui est un step au-dessus, hein, au niveau de l'assurance vie. Au sein de notre cabinet, on a deux grandes partie entre guillemets. La première partie, c'est la partie gestion privée de 100 000 euros à 1 million d'euros, la gestion de patrimoine classique, et au-dessus, on va avoir la partie gestion de fortune au-dessus d'1 million d'euros, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir notamment proposer ces assurances vie luxembourgeoises. Alors on peut les proposer avant, hein, mais enfin bref. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Si vous souhaitez vous faire accompagner ou si vous souhaitez qu'on en discute de tout ça parce que c'est des enjeux importants, enfin, des enjeux qui sont importants pour vous, n'hésitez pas à remplir le formulaire que j'ai mis en description. Et puis voilà, on pourra échanger de vive voix là-dessus. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.